Nous avons tendance à voir dans le monde d'aujourd'hui le résultat d'une longue évolution qui serait arrivée à son terme, comme si plus rien ne pouvait bouger. Pourtant, le processus de l'évolution est toujours en marche et ne se résume pas à l'histoire d'un lointain passé peuplé de dinosaures ou d'hommes préhistoriques. Toutes les espèces vivantes, sans exception, continuent de se modifier, lentement, progressivement. C'est un cycle sans fin qui se poursuit de génération en génération. Les caractères génétiques et morphologiques se transforment. Mais pas seulement. Les comportements changent eux aussi. Car tout être vivant s'adapte en permanence aux modifications de son environnement. C'est le principe même de l'évolution en marche. Je m'appelle Jean-François Barthaud. Amoureux de la nature depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours tenté d'en comprendre les secrets. Passionné d'images, je suis tout naturellement devenu cinéaste animalier. Ce métier de globe-trotter qui me conduit dans les endroits les plus reculés et sauvages de la planète me permet de partager mes aventures et mes découvertes. Cette fois, je pars en Afrique, aux confins du Sénégal et du Mali. Mon but ? Tenter de filmer des chimpanzés très particuliers et uniques au monde. Ils ont choisi de vivre dans une savane totalement aride, alors que leur lieu de vie habituel est la forêt humide. Pour survivre dans cet environnement hostile, ils ont développé des comportements tout à fait étonnants. Ils fabriquent des outils sophistiqués, mais aussi des armes pour tuer. Ils sont devenus des chasseurs redoutables et sont même capables de meurtre. Des scientifiques s'intéressent de très près à ces adaptations et trouvent là de surprenantes similitudes avec notre propre histoire, celle des hominidés il y a 6 millions d'années. Arrivé à Dakar, je prends la route pour me rendre tout près de la frontière malienne. Après 700 km, j'arrive enfin à Kédougou. Il me faudra encore 1 heure de piste pour atteindre un petit village de savane isolé de tout, Fongoli. Là, j'ai rendez-vous avec Gilles Pruetz. Professeur au département d'anthropologie de l'Université d'Iowa aux États-Unis, Gilles s'est spécialisé depuis plus de 12 ans dans l'étude des comportements spécifiques de ces chimpanzés de savane. Tellement passionné par ses recherches, elle passe jusqu'à la moitié de l'année à leur contact. Si les chimpanzés se sont adaptés à de dures conditions de vie, elle aussi a suivi le même chemin. Elle vit dans une case traditionnelle sans aucun confort, pas d'électricité, pas d'eau courante. Seule chose en abondance ici, des moustiques et une chaleur écrasante. À force d'années de patience, Gilles a réussi l'exploit de se faire accepter par un groupe d'une trentaine de chimpanzés. Et elle m'offre aujourd'hui le privilège de pouvoir approcher à mon tour ces animaux en milieu naturel. Le jour se lève à peine. Gilles est parti en éclaireur, histoire de sentir l'humeur des chimpanzés avant de me les présenter. Elle est toujours inquiète à l'idée d'amener un inconnu sur leur territoire. Il lui a fallu tant d'efforts et de persévérance pour établir une relation de confiance avec eux qu'il n'est pas envisageable de mettre celle-ci en péril. Gilles m'a prévenu, les chimpanzés de savane sont très mobiles et pour les retrouver, il faut marcher des heures. J'ai donc le temps de découvrir leur environnement. Une savane complexe, totalement aride, sorte de mosaïque faite de plateaux volcaniques, d'étendues herbeuses ou arborées et même de parcelles de forêt plus ou moins denses. Il n'est pas encore 9 h du matin, mais il fait déjà 40 degrés. Et je commence à réaliser, avec mes 25 kilos de matériel, que la rencontre avec les amis de Gilles est une aventure qui se mérite. Et il y a un protocole à respecter.
Je dois porter un masque pour ne pas contaminer les animaux et aussi éviter de les regarder dans les yeux, car ils pourraient interpréter cela comme une menace. Ça y est, ils sont là. C'est un cri d'alerte. Pour les chimpanzés, je suis un inconnu. La savane impose des contraintes et donc des comportements différents de ceux de la forêt profonde. Les animaux y sont plus visibles, donc plus vulnérables aux prédateurs. Je suis un danger potentiel et Gilles m'explique qu'à mon approche, les chimpanzés se sont réfugiés dans cette zone particulièrement boisée. Mais la scientifique a réussi à tisser de tels liens de confiance avec son groupe que malgré ma présence, il ne fuit pas. Et ses rapports avec les animaux sont si étroits qu'elle a donné à chacun un prénom. Je dois dire que je suis beaucoup moins à l'aise que Gilles. Les mâles sont très excités. Si un seul d'entre eux décide de s'en prendre à moi, je ne donne pas cher de ma peau. Le premier à me défier, c'est David. Jeune mâle en pleine force de l'âge, il a visiblement envie de s'affirmer dans son groupe et montre à tous qu'il est capable de me faire face. Il manifeste sa puissance en faisant rouler une énorme pierre. Mais Gilles m'explique que le mâle alpha, le chef du groupe, c'est lui. Elle l'a nommé Fuduko, et il vient à ma rencontre. Malgré les recommandations de Gilles, je ne peux m'empêcher de le regarder. Et là, je suis impressionné. Je perçois dans ses yeux une telle expression d'intelligence et de personnalité que j'en suis soudain mal à l'aise. En cinéaste naturaliste, je réalise de façon brutale que je n'ai pas en face de moi un animal comme j'en ai l'habitude, mais un individu à part entière. En fin de compte, c'est moi qui, gêné, baisse le regard. Comment les as-tu habitués pour pouvoir les observer comme cela? L'eau a été la clé, parce qu'ici, ils n'ont pas de refuge possible dans de grands arbres, et si quelqu'un arrive, ils s'enfuient. Ils ne disposent pas de hautes canopées pour se réfugier, alors ils disparaissent. Et comme leur territoire est très vaste, on peut passer des jours et des jours à les chercher, et de plus, ne pas retrouver les mêmes individus. Leur territoire est si vaste. L'eau était la solution. En se plaçant près des points d'eau, Gilles a peu à peu habitué ses chimpanzés de savane à sa présence. D'ordinaire, ils sont extrêmement farouches, mais à cause de la chaleur extrême et de la déshydratation qui en résulte, ils sont contraints de boire tous les jours pour survivre, alors ils n'avaient pas le choix. Et ils ont dû se résigner à approcher la scientifique. Du fait de ma formation d'anthropologue, le fondement de mes recherches consiste à considérer les primates comme une sorte de modèle pour essayer de comprendre l'évolution humaine. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que ces chimpanzés qui vivent dans cette savane mosaïque évoluent dans un environnement très similaire à celui qui existait il y a 6 millions d'années. Tu es arrivé il y a 12 ans, je crois. Que sait-on de ce groupe de chimpanzés? Sont-ils des survivants de l'extension du Sahara? Viennent-ils de la forêt guinéenne? D'où viennent-ils exactement? Je pense qu'ils sont ici depuis très longtemps. Il est admis que les chimpanzés vivent dans la forêt. Et s'ils sont dans la savane, c'est parce qu'ils ont été déplacés. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas ici. Je pense que ces chimpanzés vivent ici depuis plusieurs générations. C'est pour cela qu'ils se sont très bien adaptés à vivre à côté des villageois qui pratiquent une agriculture traditionnelle. Gilles m'apprend que les chimpanzés sont les champions de l'adaptation. Non seulement ils s'accommodent de la présence de quelques villages sur leur territoire, mais à la différence des bonobos ou des gorilles, totalement inféodés à la forêt profonde, les chimpanzés, eux, sont capables de s'adapter également à un univers aride. Comme ici, au milieu de cette savane de Fongolie, en partie constituée de plateaux volcaniques stériles.
À la fin de ce premier jour de tournage, je me pose 1000 questions. Que font ces chimpanzés dans un milieu si hostile? Et pourquoi restent-ils ici au lieu de rejoindre la forêt profonde? Comment parviennent-ils à survivre dans cette étuve? Serait-ce pour eux comme pour les premiers hominidés, il y a 6 millions d'années, le chemin d'une évolution logique pour s'approprier de nouveaux territoires? Nos ancêtres partis à la conquête de la planète ont été confrontés aux mêmes défis d'adaptation sur le chemin du progrès. Aujourd'hui, je suis sur les traces des primates avec Michel, l'assistant de Gilles. Comme j'ai déjà pu le constater, les retrouver dans cette savane morcelée n'est pas simple. En forêt, la nourriture est abondante et facilement accessible. Mais ici, dans cet immense espace aride, les points d'eau et les ressources alimentaires sont rares. Alors, dès le lever du jour, les chimpanzés se mettent donc en marche à leur recherche. Et je sais maintenant que suivre nos coureurs de brousse sera très éprouvant. Michel est un vrai pisteur, et je découvre ses talents. Tu vois, ça c'est les traces des chimpanzés. Ah oui, c'est quoi? C'est un fruit qu'on appelle Dougouta fruit. Oui. Les chimpanzés mangent quand c'est mûr. Je pense qu'ils viennent de passer ici, parce que le fruit c'est pas encore sec. Je vais vous montrer un point où les chimpanzés viennent boire. D'accord, super. Les chimpanzés vivant en forêt humide n'ont pas besoin de chercher des points d'eau. La pluie ou les fruits gorgés d'humidité suffisent à leurs besoins. Pour les chimpanzés de savane, les choses sont très différentes. Ils doivent impérativement trouver de l'eau chaque jour. Leur survie en dépend. Mais ici, à Fongolie, nous sommes proches du Sahara. Et pendant les 3/4 de l'année, la température est extrême et frôle parfois les 50 degrés. Et pour couronner le tout, le sol volcanique et réfractaire accumule la chaleur et la restitue 24 heures sur 24. Dans ces conditions extrêmes, résister à la déshydratation est un enjeu permanent pour les primates. Pendant ces 8 mois de canicule, les pluies très rares et localisées ne donnent naissance qu'à des points d'eau temporaires. Des oasis de vie incontournables que nos chimpanzés de savane sont obligés de chercher pendant des heures. Comment font-ils pour résister à de telles conditions? Les chimpanzés ont trouvé un point d'eau, minuscule, et dans 2 jours, il sera évaporé. Mais en tout cas, aujourd'hui, leur survie est assurée. Quant au petit Vincent, qui, âgé de 11 mois, tète encore, il est certain d'avoir du lait. Je commence à découvrir les règles sociales en vigueur dans ce groupe de chimpanzés. Ils sont tous assoiffés. Pourtant, ils abandonnent précipitamment cette mare providentielle. Fuduko, en chef sans pitié, s'attribue par la force la priorité du point d'eau. Les autres devront attendre. Et ce qui est très amusant quand ils boivent, c'est pas profond du tout là, mais ils s'accrochent à la branche, ils s'accrochent aux racines, ils ont peur de tomber dans l'eau. Oui, les chimpanzés, ils ont peur de l'eau. Parce que même s'il il peut essayer pour mettre sa main dans l'eau, il peut toucher le sol, mais jamais il se laisse dans l'eau sans attraper à quelque chose. Il a toujours peur de l'eau. Je pense qu'il ne sait pas nager aussi. Tu passes combien d'heures par jour à les suivre, les chimpanzés? De mon réveil à la rentrée du camp, je peux dire 18h, 19h. Toute la journée, je suis avec eux, je ris ensemble avec eux. C'est comme si parfois je parlais, c'est comme si je parlais avec un individu. Et alors je parlais aux chimpanzés. J'aime beaucoup les chimpanzés. Beaucoup même. Ouais. Pour Gilles, Michel est un assistant incontournable. Personne d'autre que lui ne connaît mieux les chimpanzés de Fongolie. À tel point qu'il est capable d'identifier chacun d'eux sur un simple cri. Je constate une chose paradoxale. Les longs déplacements quotidiens des chimpanzés les exposent encore davantage au rayonnement solaire, donc à des pertes hydriques supplémentaires. Comment arrive-t-il à se rafraîchir? La primatologue Kelly Boyer m'apprend une chose étonnante. Les chimpanzés de savane utilisent la fraîcheur des grottes pour gérer leur thermorégulation. Using caves
L'utilisation de grottes est un comportement que nous observons ici au Sénégal, également au Mali, mais ce n'est pas un comportement commun en Afrique. Ils ne vivent pas dans les grottes, mais ils les utilisent pour échapper aux très fortes températures et aux conditions extrêmes qu'ils rencontrent ici au Sénégal. Pour les chimpanzés qui vivent normalement en forêt à plus de 40 mètres du sol, c'est une évolution radicale. Une adaptation pour arriver à survivre dans l'environnement extrême de cette région du Sénégal. Pour mieux les étudier, Kelly utilise des caméras à déclenchement automatique. Elle a réussi à saisir des comportements totalement inédits. Avec la caméra face à l'entrée de la grotte, j'ai pu obtenir des images d'un léopard chassé par des chimpanzés. Et avec l'autre caméra, des images où l'on voit ce léopard qui s'enfuit dans la grotte, poursuivi par tout le groupe de chimpanzés. Ces chimpanzés sont vraiment uniques. Comme ils restent toujours rassemblés de peur de se perdre, ils sont capables de s'organiser en bande pour repousser un léopard, leur principal prédateur. C'est là encore un comportement spécifique des chimpanzés de savane. Ce mâle que l'on voit avec son bras au-dessus de la tête vient juste de lancer une pierre. C'est la fin de son geste. On peut dire qu'il se sert des pierres comme des armes pour attaquer. Et il ne se contente pas juste de faire fuir le léopard, mais il lui lance des pierres. Je viens d'apprendre que les chimpanzés sont capables d'utiliser une pierre ou un bâton pour s'en servir comme d'une arme. Mais pour eux, l'utilisation d'un outil ou d'un instrument ne s'arrête pas là. Champions de l'adaptation, ils sont aussi virtuoses pour exhiber leur puissance. Les chimpanzés utilisent le tronc de certains arbres car ils produisent une forte résonance lorsqu'ils tapent dessus. Une façon d'exprimer l'humeur du jour et de montrer sa force et sa virilité. Mais nos amis de Fongolie semblent avoir fait une découverte qui leur appartient. Il y a ici un arbre que l'on ne trouve qu'en savane, le baobab. Souvent creux, ils s'en servent comme d'une caisse de résonance géante. Ils connaissent le tam-tam, mais ont aussi découvert l'amplificateur pour faire savoir leur force et leur puissance à tous les membres du clan. Seraient-ce là les prémices d'un nouveau mode de communication par l'intermédiaire d'un objet ? Chez les primates, le grooming ou toilettage fait partie des activités essentielles pour maintenir la cohésion du groupe. Les chimpanzés de savane, sans cesse en mouvement à la recherche d'eau et de nourriture, ont peu de temps à y consacrer. C'est pourquoi ils y prêtent une attention toute particulière pendant leur phase de repos. Cela permet d'éliminer les parasites, bien sûr, et de maintenir une fourrure propre, mais surtout de montrer l'attention que l'on porte à l'autre. C'est l'équivalent de la conversation chez nous, l'expression du lien social par excellence. C'est comme cela que s'entretiennent les amitiés et les alliances. Il est primordial que les rapports sociaux à l'intérieur de ce groupe isolé de chimpanzés soient extrêmement solides. Ce clan s'est installé de façon sédentaire sur un territoire immense d'une centaine de kilomètres carrés. Il n'y a pas l'ombre d'un autre chimpanzé à moins de 40 ou 50 kilomètres. Car malheureusement, cette espèce est en voie de disparition. Et dans tout le Sénégal, sa population est estimée à moins de 500 individus. Très vite, je constate que dans le clan, les rapports familiaux sont très importants et les enfants au centre de toutes les attentions. Les mères ne les quittent jamais des yeux et, comportement rare chez les mammifères, certains mâles aiment aussi jouer avec eux, comme ici, Bandit, qui chahute avec la petite Vivienne, 3 ans, sous l'œil attendri de sa mère, Farafa. Chez les chimpanzés, présenter ses organes sexuels à l'autre est un signe de confiance, et les toucher, une forme de salutation.
Une courtoisie en quelque sorte, un peu comme pour nous l'acte de se serrer la main. Et il est clair que nos amis primates apprécient particulièrement les marques de politesse. Dans un groupe de chimpanzés, il existe une hiérarchie très semblable à celle que nous connaissons dans nos sociétés humaines. Un chef au pouvoir s'entoure d'alliés solides pour le rester, des ministres en quelque sorte. Le dominant ici, c'est Fuduko. Être en haut de l'échelle sociale, c'est séduire les femelles et assurer sa descendance. Les mâles sont donc sans cesse en compétition. Dans un groupe de forêt pouvant compter jusqu'à 150 individus, cette rivalité peut se désamorcer en raison du nombre de génitrices possibles. Mais ici, en savane, dans ce petit clan de chimpanzés où il y a 10 mâles adultes pour seulement 6 femelles en âge de se reproduire, la tension peut devenir extrême. Les mâles sont sans cesse en train de s'affirmer en faisant étalage de leur puissance. Et pour le moment, Fuduko, 30 ans à peine, fait savoir à tous que c'est lui le chef. Mais comme chez les humains, le pouvoir est convoité et l'opposition n'est jamais loin. David est un mâle jeune et puissant. Et il aimerait bien lui ravir sa place. Il pourrait même avoir un allié de taille, sa mère Farafa. Doyenne du groupe, c'est la femelle dominante, et malgré son œil malade, c'est aussi une guerrière accomplie et très redoutée. Fuduko est en colère, et il va commettre une grave erreur. Aveuglé par sa démonstration de force, il s'en prend à Néné, une vieille femelle malade. C'est une preuve de faiblesse qui va lui coûter très cher. Néné est appréciée de tous. Et de plus, c'est la sœur de Farafa. Farafa est furieuse. Et sa réaction contre Fuduko est fulgurante. Pour David, c'est une occasion en or. Le moment de s'affirmer et de prouver qu'il est le plus fort est venu. Avec l'aide de sa mère Farafa et de Bilbo, son meilleur ami qui ne manque pas de le suivre, il a peut-être une chance de retourner le pouvoir en place. Je viens d'assister à une prise de pouvoir, un événement majeur dans la vie du groupe. David a profité de l'appui de sa mère et de son ami Bilbo pour démettre Fuduko de sa position de dominant et prendre sa place. Néné, la vieille femelle malade, est la première à venir saluer le nouveau chef. Bientôt, contre toute attente, c'est Mamadou, l'ancien allié de Fuduko, qui vient lui signifier qu'il est devenu son nouvel ami. Ça, c'est vraiment de la politique. Farafa et tout le reste de la bande se réunissent peu à peu autour de David. C'est un moment très important, car la cohésion de ce petit groupe fragile est en jeu. Un nouveau clan est né autour d'un nouveau chef. Je viens d'être le témoin d'un coup d'État dans la savane. Le bouleversement politique auquel j'ai assisté ne change pas les habitudes de nos amis. Chaque jour, les chimpanzés continuent à parcourir de longues distances, non seulement pour boire, mais aussi pour s'alimenter. Car en savane, les arbres fruitiers sont peu nombreux et très éloignés les uns des autres. C'est un biotope fragile et peu clément qui nécessite de longs déplacements pour trouver les ressources nécessaires à la survie. Alors on picore ici et là des fruits, des feuilles ou encore des fleurs. Mais pour se remplir l'estomac, il faut se déplacer une grande partie de la journée.
Et surtout, on reste groupé, car dans cet espace morcelé gigantesque, il est possible de perdre son groupe et de ne jamais le retrouver. Les chimpanzés sont aussi de fins gourmets et le miel est un de leurs péchés mignons. Farafa et Vivienne sont courageuses, mais surtout gourmandes. Et elles sont toujours prêtes à affronter la piqûre des insectes pour se régaler de ce délicieux nectar. Une autre ressource alimentaire est indispensable, car elle constitue l'essentiel des apports en protéines, les termites. Ce comportement est connu chez les chimpanzés depuis les années 60, mais ici, devant la rareté des ressources, consommer ces insectes est devenu essentiel, et nos primates sont passés maîtres dans l'art de les capturer. Le geste requiert l'apprentissage d'une vraie technique et une grande dextérité. Avec plus de 35 ans d'expérience, Bandit est un virtuose. Il sait parfaitement améliorer son outil quand c'est nécessaire et son habileté est impressionnante. Dès leur plus jeune âge, les petits observent les adultes et apprennent très vite à les imiter, comme ici, Vivienne. Elle connaît déjà la technique, mais semble bien se demander si c'est l'outil qui fait le maçon. Alors, elle emprunte celui confectionné par sa mère. J'assiste à une transmission du savoir. N'est pas chasseur de termites qui veut. La petite Luna en est encore à faire ses armes, et sa technique ne semble pas encore très au point. Est-ce pour lui donner un cours de perfectionnement ou simplement pour s'amuser que Vivienne, toujours très active, vient lui emprunter son trou et son instrument de travail? Vincent, lui, est très attentif. À moins d'1 an, il n'est pas encore capable d'utiliser un outil. Devenir chasseur de termites commence déjà par un apprentissage en regardant faire les plus grands. Mais dans l'adaptation de ce groupe de chimpanzés à survivre en savane, je ne suis pas au bout de mes surprises. Je suis spectateur d'un comportement d'évolution exceptionnel. Nos amis sont devenus capables de fabriquer une arme spécialement conçue pour chasser un petit mammifère vivant dans les cavités des arbres, le galago. Gilles vient de ramasser l'objet en question. Elle m'explique à quel point il est adapté à cette chasse très particulière et encore jamais observée ailleurs. Elle a d'abord enlevé les feuilles sur le côté, et puis ça. Ainsi, elle a un outil plus solide. Il est très long, et elle fait le geste de poignarder. C'est un bel outil. Mais malheureusement, pas de galago. Ils réfléchissent donc à ce geste? Ce n'est pas un simple hasard? Exactement. Et c'est difficile de réussir ce geste, car ces petits animaux réagissent et se défendent. Même si c'est un petit animal, il peut essayer de mordre. Alors cet outil leur évite de mettre la main. Oui. Je pense que c'est vraiment leur intelligence qui leur permet ce comportement. Et les enfants, ils apprennent à le faire très jeunes? Oui, la fille de Nico est juvénile, et elle était juste à côté d'elle pour observer. Elle est allée regarder dans le trou dès que sa mère s'est éloignée. Quand ils sont jeunes, ils ne sont pas capables de fabriquer de bons outils, ils les font trop courts. Mais en grandissant, ils s'améliorent. En fait, ils commencent à pratiquer cette chasse dès l'âge de 2 ans, donc très jeunes. Et quand ils grandissent, ils choisissent la bonne branche? Oui, ils utilisent des branches plus longues, bien mieux adaptées à ce type de chasse. Tu as vu, les enfants font des outils trop courts qui ne sont pas efficaces, qui peuvent juste rentrer dans les cavités, mais quand ils deviennent plus grands, ils fabriquent de meilleurs outils. Les enfants commencent toujours par le même processus.
Ils enlèvent d'abord les feuilles, et justement en ce moment, les jeunes femelles réussissent à rendre le bout pointu avec leurs dents et enlèvent aussi l'écorce, ce qui permet une meilleure pénétration dans la cavité. Parfaitement adaptés à leur environnement, ces chimpanzés de savane sont uniques. Ils sont devenus chasseurs de mammifères. À partir d'une simple branche, c'est plus qu'un outil qu'ils ont fabriqué. C'est une arme. Il s'agit d'un comportement exceptionnel dans le monde animal. Le voici, ce galago, plutôt sympathique. Il est vrai que j'aimerais que les chimpanzés l'attrapent en ma présence, mais je ne suis pas certain de vouloir filmer ce petit animal embroché, même si c'est avec une arme ultra-moderne. En tout cas, je suis admiratif. Nos chasseurs de galagos ont fait un énorme pas sur la route de l'évolution. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Gilles me montre une vidéo qu'elle a tournée et qui met en évidence les modifications du comportement des chimpanzés de savane. Un mâle, en bas de la hiérarchie, a capturé une antilope. Non seulement il ne se fait pas voler sa proie par un autre mâle plus fort que lui, comme ce serait le cas en forêt, mais en plus, il partage sa nourriture. Car en savane, l'entraide entre membres du groupe est primordiale pour survivre. Autre chose surprenante, une femelle alpha est aussi capable de mendier, comme ici Farafa, en quête d'un morceau. Dans un territoire aussi vaste, ils ont besoin d'une très forte cohésion de groupe, car les chimpanzés sont une espèce très sociable. Curieusement, ils mangent toujours un peu de bois mort avec la viande, car sinon ils n'en consomment jamais. Cela a peut-être quelque chose à voir avec le goût. Comme nous, on utilise le sel ou la moutarde, alors. Oui, c'est vrai, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment la canicule. Il est à peine midi et il fait déjà plus de 45 degrés. Après 2 heures de marche, je retrouve les chimpanzés. J'assiste alors à un comportement qui, à ma connaissance, n'a encore jamais été filmé. Les chimpanzés de savane ont tellement besoin de se rafraîchir qu'ils surpassent leur peur de l'eau. Une adaptation qui leur permet de toute évidence de compenser une grande partie de leurs pertes hydriques. Encore une démonstration de l'évolution de ce groupe de grands singes qui leur permet de vivre dans la savane. À ce cri de rassemblement et à leurs expressions de plaisir, je vois à quel point ils ressentent l'énorme bien-être que leur apporte cette piscine de brousse. Incontestable Éden au milieu de cet enfer surchauffé. Pourtant, malgré ce moment de délassement, jamais je ne les vois lâcher la précieuse liane qui les relie au monde des arbres. La profondeur de cette mare ne dépasse pas 20 cm. Pourtant, ils ne semblent vraiment pas rassurés. Autour de cette piscine de luxe, l'ambiance est à la détente et à la béatitude. Pourtant, la loi du clan continue à être appliquée à la lettre. Ici se baignent en priorité le nouveau chef David et ses alliés proches. Farafa est bien sûr invitée, elle aussi, mais les autres devront attendre la sortie des élus. Pendant que les adultes se délassent dans le bain, les petits, infatigables, s'amusent malgré la chaleur. Vincent, 8 mois à peine, et ses amis Luna et Teva, 2 petites femelles guère plus âgées, s'en donnent à cœur joie. Mais pour eux, pas question de se baigner, c'est beaucoup trop dangereux. Par contre, faire des cascades, même au-dessus de l'eau, est accepté par leurs parents. La mare est enfin vide.
Et pour Lucille, âgée de 6 ans, il est extrêmement tentant d'essayer de s'y tremper pour la première fois. Je suis ici pour essayer de comprendre l'histoire de l'adaptation de ces chimpanzés. Et j'ai la chance d'en être le témoin direct. L'évolution est en marche sous mes yeux. Les chimpanzés peuvent être belliqueux, parfois cruels et primitifs. Mais ils ont aussi, comme nous, un sens de l'humour assez développé. Et Lucille va en faire les frais. Vouloir se baigner de son propre chef est une chose, mais là, ce n'est vraiment pas drôle. La vie en savane n'est pas uniquement faite de tourments, de problèmes et de contraintes insurmontables. La chaleur incite bien sûr nos amis à de longues siestes la majeure partie de la journée, mais ils ne semblent pas s'en plaindre. Les chimpanzés de Fongolie semblent être passés maîtres dans l'art de ne rien faire. Ils ont développé un style et une maîtrise de l'oisiveté très élaborés, et parfois même, je dois dire, très communicatifs. Pendant ces périodes de farniente, les plus jeunes qui ont toujours de l'énergie à revendre continuent de faire les 400 coups. Ils profitent de ces moments calmes pendant lesquels le groupe ne se déplace pas pour entretenir le canevas des liens sociaux en pratiquant des jeux collectifs, comme le font tous les enfants. Et pour cela, ils ont aussi besoin des arbres. C'est une bonne façon de s'émanciper et d'apprendre à se situer dans un environnement. Dans les branches, nos jeunes amis de Fongolie défient les lois de l'équilibre, développent leur assurance, renforcent leur musculature et finissent par devenir des acrobates accomplis. Pour Fuduko, le chef exclu de son clan, les choses sont moins drôles. Il reste à proximité de son groupe pour se sentir sans doute moins seul. Mais cela sous-entend aussi de rester proche de son ennemi, David. Un chimpanzé ne peut vivre en ermite. Il a besoin de tisser des rapports sociaux. J'imagine sa solitude totalement insupportable. Rejoindre un autre groupe de chimpanzés est impossible. En forêt comme en savane, les mâles ne migrent pas. Ils ne seraient jamais acceptés par un clan étranger. Les chimpanzés sont des guerriers dominants et territoriaux. Les mâles restent donc leur vie durant dans le groupe dans lequel ils sont nés. Seules les femelles partent à la recherche d'une autre troupe à l'adolescence. C'est ce qui permet le brassage génétique indispensable à la pérennité de ce petit clan de chimpanzés isolés dans la savane. Non loin de là, à la fin du jour, je retrouve le clan de David. Tous les soirs, les chimpanzés construisent des nids confortables pour passer la nuit. Mais quelque chose m'interpelle. Je vois certains d'entre eux s'établir tout près du sol, comme s'ils ne craignaient pas la présence de prédateurs. Pour s'en protéger, leurs cousins de la forêt profonde font leur nid beaucoup plus haut dans les arbres. Il est vrai qu'ici, les lions, les léopards, trop chassés par l'homme, ont pratiquement disparu. La présence humaine serait-elle responsable de cette modification du comportement de nos chimpanzés de savane? Erin Wessling, jeune scientifique américaine, vient de l'université de Leipzig. Dans le cadre de ses recherches, elle étudie le stress du chimpanzé lié à son environnement de savane. Les primates de Gilles Pruetz subissent-ils une pression physiologique liée à la chaleur et à la déshydratation?
Je collecte des urines sous les nids pour étudier le stress des chimpanzés selon les saisons en mesurant différents taux d'hormones. Cela me donne des indications sur le stress physique qu'ils subissent à cause de leur environnement. Stress hydrique, stress nutritionnel, stress dû à la chaleur. Pour faire cela, je vais sous les nids tous les matins pour collecter l'urine. Dans la savane sénégalaise, les chimpanzés endurent une chaleur saisonnière très importante. Grâce aux mesures des taux d'hormones contenus dans leurs urines, la scientifique a pu mettre en évidence qu'ils sont soumis à un stress nutritif et hydrique à un degré plus élevé que les chimpanzés vivant dans les forêts humides. Les 8 mois de saison sèche, avec leurs températures extrêmes, représentent pour eux une très longue période difficile et contraignante. Gilles a un jardin secret surprenant et assez inattendu pour un anthropologue. Elle m'invite à découvrir un endroit où elle se recueille de temps en temps. Elle a enterré ici son chimpanzé préféré, Frito. C'est lui qui est tatoué sur son bras. Retrouver les primates demande des heures, tous les jours. Et là, surgit de nulle part, et voilà qui nous entoure. Pure coïncidence ou incroyable hommage à celle qui leur offre l'essentiel de sa vie? Je retourne à la piscine de brousse et j'y fais une bien étonnante constatation. En éthologie cognitive, le test du miroir permet d'évaluer la conscience de soi en déterminant si un animal est capable de reconnaître son propre reflet comme une image de lui-même. Une façon de mettre en évidence la notion d'existence personnelle. Je découvre peu à peu que chacun des membres du groupe vient regarder son reflet dans cette mare de savane. Et je réalise que ces chimpanzés ont conscience de leur individualité. Ils ont donc la notion de leur place dans la troupe, et cela les incite forcément à s'entraider face à l'isolement et à la dureté du milieu. Il existe donc un équilibre précis de la structure sociale. Dans le clan, chacun peut comprendre que sa survie dépend de l'autre. Encore un pas dans l'évolution. Ces chimpanzés de savane, stimulés par leur environnement, font preuve d'une intelligence troublante. Est-ce là un atout inné qui permet de survivre en milieu hostile, ou au contraire, un milieu hostile qui fait naître de nouvelles qualités? Quelques heures plus tard, alors que tout le groupe se repose, j'assiste à une scène qui met en évidence la détresse et la solitude de Fuduko, l'ancien chef. Il ose s'aventurer au beau milieu du clan pour trouver un peu de réconfort auprès de la séduisante Tumbo. Mais pour Fuduko, le plaisir sera de courte durée. Bilbo donne l'alerte. Aussitôt, c'est la mobilisation générale. Visiblement, Fuduko n'a plus aucun ami ici. Et il se retrouve avec l'ensemble des mâles sur le dos. Apparemment, Fuduko, concurrent trop dangereux, semble devenu renégat à tout jamais. Sans appui, l'ancien chef n'avait aucune chance. Les rapports avec son clan brisés, Fuduko abattu, n'a d'autre choix que de retourner à sa vie de solitude. Que va-t-il devenir ?
Cette nuit, d'horribles cris de chimpanzés ont transpercé le silence, et Michel m'apprend qu'un drame vient d'arriver. Son émotion est telle qu'il refuse de m'en dire davantage. Fuduko est mort. Son corps porte les traces de multiples blessures. De toute évidence, il a été massacré. Les plaies béantes au niveau de ses carotides ne laissent aucun doute. Il a été égorgé. Erin et Gilles font leur travail de scientifiques, mais je vois bien que leur esprit est ailleurs. Fongoli est en deuil. C'était très triste. Et je voyais les mâles ont commencé à encore les cris. Mais ils étaient méchants contre ce mâle qui est mort. Ils l'ont tué. C'est le groupe qui l'a tué. Est-ce le fait de vivre en savane, et donc la promiscuité, qui a conduit les chimpanzés à ce comportement meurtrier? Vivre seul n'était pas possible pour Fuduko. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de se réintégrer dans le clan. D'un point de vue scientifique, cet acte a un sens sur un plan évolutif, mais entre aussi en ligne de compte l'histoire personnelle de ce mâle alpha avec le reste de ce groupe. Tu as perdu un ami aujourd'hui? Oui, je suis triste de penser que des chimpanzés sont capables de faire cela. David était incroyablement violent. Il lui a pris une jambe et l'a complètement retournée. J'ai pu voir et entendre le bruit de l'os cassé. C'est incroyablement violent. J'ai vu aussi Farafa, la mère de David, en train de mordre le cadavre. Pas par méchanceté, mais pour goûter, j'ai eu l'impression. C'était exactement comme les chimpanzés font quand ils mangent de la viande de bas point. Malgré de nombreuses années d'études, c'est la première fois que la scientifique est le témoin direct d'un comportement de cannibalisme chez les chimpanzés de savane. Jamais elle n'aurait pensé cela possible. Les chimpanzés ont-ils prémédité la mort de Fuduko? Et serait-ce donc un assassinat plutôt qu'un meurtre? Quoi qu'il en soit, je me laisse à penser que c'est bien la promiscuité due à la vie en savane qui est responsable de cette mort affreuse. Mais il y a peut-être aussi un facteur supplémentaire qui a pu aggraver les tensions au sein du clan. Depuis peu, dans cet endroit isolé de la savane, une fréquentation humaine tout à fait inhabituelle bouscule la vie des chimpanzés. Dans le sous-sol de cette région du Sénégal, on a découvert la présence d'un métal précieux. C'est la ruée vers l'or. Sénégalais, mais aussi Maliens, Nigériens, Guinéens, affluent en masse dans l'espoir de devenir riches. La primatologue Kelly Boyer étudie l'impact de l'activité des chercheurs d'or sur le comportement des chimpanzés. Nous constatons qu'ils semblent éviter les endroits où les orpailleurs travaillent. Le bruit trouble réellement les chimpanzés et les fait quitter leur habitat traditionnel. De plus, les orpailleurs utilisent du mercure pour séparer l'or de la terre. Et ce mercure pollue l'eau et détériore l'environnement. L'impact de ces populations venues depuis le Mali ou la Guinée est très préoccupant. De plus, parmi les chercheurs d'or, il y en a qui mangent du chimpanzé. Cela me rend très inquiète pour l'avenir des chimpanzés ici. Les Sénégalais ne mangent pas de chimpanzés. Pour eux, c'est tabou. Mais avec l'arrivée de ces populations migrantes, le braconnage risque de devenir une triste réalité d'un jour à l'autre. Autre problème, l'agriculture, l'élevage et le déboisement
ont déjà considérablement réduit la taille du territoire des chimpanzés de Fongolie. À présent, une déforestation supplémentaire est pratiquée par les chercheurs d'or qui utilisent le bois pour étayer les galeries qu'ils creusent, se loger ou faire à manger. Pour réagir aux menaces qui pèsent sur l'avenir des chimpanzés de Fongolie, Gilles et ses assistants ont entrepris une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations locales. Gilles estime qu'il est primordial d'informer les enfants pour les habituer à préserver leur environnement. Pour elle, ils sont les détenteurs des solutions de demain. Le tournage touche à sa fin. Et une fois de plus, je suis face à une terrible réalité. Nous, grands singes devenus Homo sapiens après 6 millions d'années, sommes dans la situation d'infléchir les principes mêmes de l'évolution. Nous avons tant progressé que nous détenons les clés de l'avenir de la planète et des autres espèces. Laisserons-nous aux chimpanzés une chance de continuer le cheminement qui leur appartient? Sans prévenir, la saison des pluies commence. Pendant 4 mois, les chimpanzés ne manqueront plus d'eau. Leurs déplacements seront moins importants et leur vie sera moins rude. Serait-ce pour autant une période de villégiature qui commence pour eux? J'en doute fortement, car pour survivre, ils vont devoir continuer à s'adapter pour partager ce qu'il leur reste de territoire. Migration de population massive, déforestation galopante, braconnage prévisible. Les chimpanzés sont les champions de l'adaptation. Pourtant, je ne peux m'empêcher de partager les angoisses des scientifiques. Et je reste très perplexe concernant l'avenir de nos cousins des savanes, ceux qui sont devenus mes amis de Fongolie. Bonjour,